Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Pinel, donc je suis Solution Architect au sein des équipes Amazon Web Services en France. Je m'occupe plus particulièrement des services financiers, donc c'est-à-dire toutes les entreprises dans le domaine bancaire, quelques assurances et une exception qui est Veolia, donc qui a témoigné ce matin. Donc, je fais partie des gens qui accompagnent Veolia dans cette transformation. Donc la session va porter sur les services d'intelligence artificielle. C'est une session qui est d'un niveau accessible normalement. Comme je suis un peu technique, je suis peut-être un peu biaisé. Donc on va rester sur des couches hautes de présentation des services. Et pour une session qui ira plus en profondeur sur l'utilisation des réseaux de neurones, elle est planifiée à 13h55 si jamais vous rentrez encore plus dans le détail. L'intelligence artificielle, ça commence par de la donnée. Parce que si on a de la donnée, on va être capable déjà de pouvoir faire de l'analytique, de pouvoir analyser cette donnée, l'agréger, faire de l'historisation et des rapports. Si on est capable de faire de l'analytique, on va être capable de faire des meilleurs produits. Si on fait des meilleurs produits, on a plus d'utilisateurs. Et si on a plus d'utilisateurs, on a plus de données. Finalement, c'est quoi la donnée? La donnée, ça peut être du clickstream, ça peut être des activités utilisateurs, ça peut être des likes. Donc, c'est plusieurs événements qui viennent de vos utilisateurs, ça peut même être des capteurs, qui vous ramènent de la donnée. Qu'est-ce que c'est l'analytics? C'est de stocker ces données dans une base, dans un data warehouse, et de pouvoir faire dessus de la business intelligence, du Spark Presto, ou mettre ça dans un Elasticsearch pour faire des dashboards. Et finalement, qu'est-ce qu'on va mettre derrière faire des meilleurs produits? C'est là où on va caler l'intelligence artificielle et tous les services de machine learning et deep learning. Donc c'est ce qu'on appelle la roue de la donnée, la roue vertueuse de la donnée, pour être exact. Pourquoi ici l'intelligence artificielle? Parce qu'on va détecter des patterns, des comportements et pouvoir améliorer nos produits. Quelques définitions, simplement pour bien reposer les choses et qu'on parte tous sur le même vocabulaire. L'intelligence artificielle, c'est une discipline globale qui est là pour mimer les comportements humains, aussi bien sur la voix que sur le langage naturel, que sur l'intuition ou la vision. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le machine learning. Le machine learning, il est là pour apprendre à une machine à apprendre sans être programmé explicitement. Et quand on va un peu plus loin, le deep learning, ça va se baser principalement sur des réseaux de neurones. L'idée, c'est d'apprendre à une machine, mais où les features ne sont pas explicitement exprimées. Donc pour ça, si vous voulez plus d'informations sur la partie deep learning, c'est la session de 13h55. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là dans cette session. Finalement, Amazon fait de l'intelligence artificielle depuis sa création. En 1995, il y avait déjà une section sur le site qui est mise en avant, qui proposait les nouvelles annonces de livres, mais surtout les livres qui pouvaient vous plaire. Donc c'était les prémices de ce que vous avez aujourd'hui sur le site Amazon, qui vous recommande des produits quand vous achetez quelque chose. Ça se traduit par plusieurs innovations et plusieurs produits dans lesquels sont appliqués les services d'intelligence artificielle. Vous avez par exemple le drone de livraison Amazon, qui va utiliser des algorithmes pour éviter les obstacles, pour se diriger et toujours garder la même altitude, pour reconnaître un point de cible où il va livrer son paquet. Vous avez Amazon Go, le premier magasin physique sans ligne de caisse. Vous rentrez, vous authentifiez avec votre téléphone, vous prenez tous les produits que vous voulez dans les rayons, vous les mettez dans votre panier, vous sortez, vous êtes facturé sur votre compte Amazon. Donc il y a simplement des gens qui remplissent les rayons, mais il n'y a pas de caisse. Vous êtes directement lié à votre compte Amazon. Comment ça fonctionne? Des algorithmes de reconnaissance d'image de ce que vous avez pris dans les rayons, des capteurs pour savoir s'il y a des choses qui ont été prises sur les rayons aussi. Tout ça mêlé, agrégé en quasi temps réel pour pouvoir mettre à jour votre panier. Alexa, voilà, l'Amazon Echo que vous connaissez potentiellement plusieurs d'entre vous,
donc qui fait à la fois de la reconnaissance vocale, qui fait de la synthèse vocale et qui a un agent conversationnel qui va vous permettre de reconnaître une intention et de déclencher des actions. On zoomera sur cette partie. Et d'autres choses sur la reconnaissance d'image, là aussi la reconnaissance image, la classification, ou les robots qu'on a dans nos centres de logistique pour déplacer des étagères. Donc finalement, les employés d'Amazon, qui sont sur les services d'intelligence artificielle, travaillent sur plusieurs sujets. Première partie qui est d'améliorer la recherche de produits en prenant une photo ou un code barre, et la classification des images. Une partie pour améliorer la logistique dans nos centres de livraison. L'idée est de toujours pouvoir livrer plus vite les produits aux différents clients. Donc on va optimiser l'organisation des centres de logistique et du déplacement des étagères, par exemple. L'amélioration de produits existants, la création de nouveaux produits, donc comme l'Amazon Echo et toute la catégorie d'assistants vocaux qui vont avec. Et la dernière étape, pouvoir vous apporter ces services d'intelligence artificielle pour que vous puissiez les embarquer dans vos applications. L'Amazon Echo, comme je le disais tout à l'heure, au-delà d'être un haut-parleur, ça fait de la reconnaissance vocale, ça va transmettre ces informations au cloud, ça va synthétiser, reconnaître les actions à faire. En fonction de ces actions, il va synthétiser la prochaine étape, ou alors simplement vous remercier parce qu'il a compris ce que vous vouliez faire. Aujourd'hui, il y a plus de 25 000 skills. Donc une skills, c'est ce qu'on va installer sur l'Amazon Echo. Donc il y a par exemple une skills 20 minutes aujourd'hui, que vous allez activer en anglais et qui va vous donner les news en français. Il y a aussi une skills de voyage SNCF, qui parle en anglais, par contre celle-ci. Voilà. Donc vous avez différents acteurs qui créent leurs skills, vous avez même des skills bancaires, notamment celle de Capital One, qui va vous donner l'état de votre compte de façon un peu plus interactive. Côté Amazon, ce qu'on fait, je ne vais pas vous lire tout slide, mais globalement, quand vous appelez quelqu'un au support Amazon, il y a des algorithmes qui font en sorte, en tout cas qui essayent de faire en sorte, de vous diriger vers la bonne personne avant même que vous ayez fini de décrocher l'appel. Donc il y a de l'analyse de données par rapport au ticket que vous avez déjà envoyé au support, par rapport à la personne que vous êtes et vos dernières commandes. On va pouvoir router l'appel vers la bonne personne avant même que vous ayez fini de composer. Quelques clients qui fonctionnent sur AWS avec les services d'intelligence artificielle. Le plus connu, c'est Netflix. Si vous utilisez Netflix, il y a un moteur de recommandation. Plus vous regardez de films ou de séries, plus il est capable de vous proposer des films ou des séries dans la catégorie. Bien sûr, pour qu'il soit pertinent, il faut un certain temps, puisqu'il faut regarder plusieurs types de films ou de séries. Sinon, il vous propose toujours la même chose. Un cas d'utilisation intéressant, c'est celui de C-SPAN. C-SPAN, c'est l'équivalent de la chaîne publique Sénat en France. Donc, il filme tous les débats du Sénat américain. Jusqu'à présent, pour savoir si une personne avait parlé, ils étaient obligés de le faire manuellement. C'est-à-dire qu'ils avaient 2 à 3 personnes qui regardaient toutes les vidéos des débats pour savoir qui était dans les vidéos et pouvoir ajouter cela au moteur de recherche et pouvoir facilement trouver une vidéo sur un sujet où une personne avait parlé. Ils ont commencé à utiliser le service Amazon Precognition. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce service? Ils ont d'abord créé une collection de 97 000 visages, personnes, et ils ont fait ça en une journée. Donc ils ont simplement rempli une collection de 97 000 visages, des visages de la vie politique américaine, et ensuite ils ont commencé à prendre des frames toutes les 6 secondes sur des vidéos et à appeler Precognition pour savoir si les personnes sur la vidéo étaient dans la collection de 97 000 visages. Si c'était le cas, ils ont pris le timestamp, l'identifiant du visage. Ça leur a permis de gagner énormément de temps sur l'indexation des vidéos et de pouvoir retrouver facilement, à partir d'une personne, toutes les vidéos dans lesquelles il avait parlé. Simplement en utilisant le service Recognition, que je présenterai un peu plus tard. Une autre façon de faire, c'est Expedia, qui a plus de 10 millions d'images pour ses 300 000 hôtels. Ils ont remarqué que
la qualité des images faisait que le taux de conversion augmentait. Donc plus les images étaient pertinentes pour une annonce, plus il y avait une commande qui s'appliquait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette fois, ils ont entraîné leur propre modèle. Donc ils ont utilisé les GPU, les instances hardware, avec le framework Keras installé. Et ils ont utilisé leur propre réseau de neurones sur une base de 100 000 images. Donc ils ont entraîné le modèle de réseau de neurones pour pouvoir faire ensuite des prédictions. Ensuite, ils ont déployé ça sur leur site web, donc pour sélectionner automatiquement les meilleures images pour une annonce donnée. Un autre use case plus simple, on va dire, qui est l'utilisation d'Alexa, à la fois en interne et en externe. C'est-à-dire, cette assurance américaine a créé une skills où vous pouvez interroger, comme si vous parliez à un agent, et demander des informations. Quel serait le coût de ma police d'assurance si je perdais complètement mon véhicule? C'est le deuxième exemple. Mais ils l'ont aussi activé en interne, pour permettre à leurs agents d'avoir une espèce de FAQ, mais plutôt vocale, ou pour demander, par exemple, qui est le spécialiste sur la perte de véhicule total, et qu'Alexa puisse aller chercher dans l'annuaire de l'entreprise et ramener la personne pour les mettre en contact. BMW, on en a parlé dans la keynote. BMW, à partir de 2018, a prévu d'intégrer Alexa dans son système de navigation. Donc vous allez pouvoir demander à Alexa de trouver le Starbucks le plus proche, par exemple, mais vous pouvez aussi lui demander toutes les informations que vous pouvez demander aujourd'hui, c'est-à-dire piloter votre maison ou, par exemple, lui demander la distance de la Terre à la Lune parce que vous êtes en train de transporter votre enfant dans la voiture. Autre exemple, et tout à l'heure Julien rentrera plus dans le détail, une société chinoise qui fait du pilotage de trucks autonomes sur les routes américaines avec de la reconnaissance d'obstacles pour pouvoir les éviter, de la reconnaissance de route pour faire avancer le camion. Je laisserai Julien en dire plus. Un autre use case intéressant, où là, on va stocker des scans de rétine afin de faire de la détection de diabète, par exemple. Donc on va stocker tout ça sur S3 et on va faire un algorithme de classification qui, en fonction de ces scans, va être capable de dire c'est un cas à risque, c'est pas un cas à risque. Ça a permis d'aider à améliorer les diagnostics et surtout d'accélérer les diagnostics plutôt que d'attendre 3 mois pour avoir un. Donc finalement, on a plusieurs cas d'utilisation. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les services d'intelligence artificielle qui sont proposés par Amazon. Mais la question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi le deep learning apparaît aujourd'hui et est plus tendance qu'il y a quelques années. Parce que finalement, les algorithmes existent depuis les années 70. On savait déjà faire des réseaux de neurones dans les années 70, mais on avait un problème dans les années 70, c'est qu'on avait très peu de données. Si on avait une centaine de mégabits, c'était déjà exceptionnel, on était plutôt riche. L'avènement du cloud, l'apparition de S3 par exemple en 2006, a permis de stocker des gigabits puis des terabits de données. Aujourd'hui, on parle d'exabytes. Donc, pas des pétas, des hexas, c'est encore 3 décimales au-dessus. Cette quantité de données a permis d'améliorer les algorithmes. Et c'est comme ça qu'on a vu l'apparition d'algorithmes de deep learning qui datent plutôt des années 2008-2009. Ensuite, la mise à disposition de ressources. C'est-à-dire qu'avant, pour faire tourner ce genre d'algorithme, il fallait des machines qui pouvaient prendre la pièce entière. Et tout le monde n'avait pas ce genre de machine. L'avantage du cloud, de vous mettre à disposition des GPU, des CPU puissants, toute cette puissance en fait d'infrastructure que vous pouvez réserver à la minute, ça a permis aussi cette accélération. Dernier point, les modèles de programmation ont évolué. Il y a de plus en plus de frameworks qui ont mis une couche d'abstraction qui permet d'utiliser des réseaux de neurones. Simplement de l'entraîner en définissant le nombre de couches qu'on veut utiliser et ensuite de l'utiliser pour les prédictions. Donc on permet aux développeurs d'utiliser plus simplement les algorithmes
plutôt que les implémenter eux-mêmes. Donc c'est tous ces facteurs coordonnés qui ont permis l'avènement du deep learning. Maintenant, comment Amazon aide ses clients à mettre cette intelligence dans ses applications? D'abord, il y a plusieurs questions à vous poser. La première question, c'est quel est le problème métier que je veux résoudre et que je n'ai pas réussi à résoudre jusqu'à présent avec de l'intelligence, avec de la business intelligence par exemple, ou des simples rapports. Ensuite, est-ce que je dois vraiment dessiner mon algorithme de deep learning? Est-ce que finalement des services tout faits, prêts à être utilisés, ne vont pas réaliser 80% du travail et je n'ai pas implémenté mes services? Et c'est une vraie question à se poser. Est-ce que je dois utiliser un modèle pré-entraîné si j'ai décidé de ne pas faire le lien? Ou est-ce que j'utilise complètement une solution SaaS? Donc ça, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser avant de se décider d'embaucher 10 data scientists. J'ai rien contre les data scientists, je les aime beaucoup. Mais il faut savoir quoi leur faire faire. Donc avant de décider, il faut au moins savoir ce que les données vont vous apporter. Pour ça, on propose différents types de services. Donc je vais me focaliser aujourd'hui, dans la session en tout cas, sur ces services-là. Recognition, Poly, Lex et Amazon Machine Learning, qui sont que des services de haut niveau. Donc des API avec des modèles qui sont pré-entraînés. Vous avez juste à injecter vos données et ça vous donne un résultat. Julien, tout à l'heure, à 13h55, zoomera sur cette partie-là, sur la partie moteur. Maintenant, on va attaquer par le premier service, Poly, qui est de la synthèse vocale. Ensuite, on verra Recognition, qui est de l'analyse d'image, et finalement Lex, qui est un agent conversationnel. Si on zoome sur Poly, ça va faire de la conversion de texte vers une voix. C'est entièrement managé. Vous avez le choix entre 50 voix et 24 langages. Vous avez par exemple le français, il y a 2 voix aujourd'hui. Vous avez aussi le français canadien, vous avez aussi d'autres voix. Si vous voulez un petit accent exotique, c'est pas mal. C'est une API qui est disponible, qui a faible latence. Un simple appel d'API, vous pouvez soit streamer le son qui vous est envoyé, soit télécharger le MP3 pour l'utiliser plus tard. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? Donc Poly est un modèle pré-entraîné qui est là pour améliorer la séquence vocale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez entré le texte, il va découper le texte en plusieurs lemmes, faire de la reconnaissance sur comment il doit prononcer et ensuite adapter les vocalises pour que ça fasse un discours fluide. Ce n'est pas la seule chose qu'il sait faire. Il va par exemple reconnaître des acronymes comme une température ou une ville avec la région. Et pas simplement vous lire Seattle WA11F, ce qui n'aurait aucun intérêt. Today in Seattle, Washington, it's 11 degrees Fahrenheit. Il est aussi capable de reconnaître la ponctuation et faire la distinction entre ce qui est live et live, qui a 2 sens différents. We live for the music live from the Madison Square Garden. Il a adapté sa prononciation sur le premier, live, et sur le deuxième, live, pour distinguer le contexte. Ensuite, il est intelligible. Comme je vous disais, il va adapter les vocalises pour que ce soit facile à How comprendre. much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Donc ça, c'est une phrase anglaise qui est l'équivalent des chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches. Vous voyez que même moi, j'ai du mal à le faire. Et Poly est bien meilleur que moi sur cette partie-là. Donc c'est de rendre les choses intelligibles. Ensuite, sur la partie nombre. Si vous lui donnez un numéro de téléphone, mais sans lui donner le contexte, il va simplement vous lire le numéro. Lui, il ne comprend pas que c'est un numéro de téléphone. Donc, il va falloir ajouter ce contexte dans la façon dont on écrit. Richard's number is 2,122,341,237. C'est un peu plus compliqué de comprendre le numéro de téléphone sous cette forme-là. Par contre,
Quand on propose à Polly de lui envoyer un texte, on le fait soit en texte clair, soit avec un langage qui s'appelle le SSML, qui est un petit langage tagué, qui va permettre de donner du contexte à la phrase. Si maintenant on lui dit que ce numéro, c'est un numéro de téléphone, ça change la donne. Richard's number is 212-234-1237. Maintenant j'ai compris le numéro de téléphone, je vais être capable d'appeler Richard, ce qui est beaucoup plus intéressant que la première version. Ensuite, on peut lui permettre d'avoir de la prononciation customisée. C'est-à-dire qu'il y a certains mots, par exemple là c'est un prénom, je ne veux pas qu'il le prononce simplement Kaja, mais je veux qu'il ne prononce pas le J de cette façon-là. Donc on va pouvoir importer des lemmes pour qu'il apprenne des prononciations. Donc le premier exemple, il le dit normal. My daughter's name is Kaja. Le deuxième, on adapte la prononciation. Ça peut être juste de la prononciation. Si je mets un mot anglais dans une phrase française, j'aimerais peut-être que le mot anglais soit prononcé de façon anglaise. Donc on peut aussi changer de voix au milieu pour qu'il le prononce de la bonne façon. My daughter's name is Kaya. Là, on a changé la prononciation pour que le prénom soit plus représentatif. Donc finalement, il utilise un modèle pré-entraîné. Il a plusieurs systèmes qui lui permettent d'avoir une vocalise et que ce soit intelligible. C'est facile à intégrer. Vous avez ça dans les SDK AWS, donc en Python, en Node, en Java, ce que vous voulez. C'est prêt pour la production. C'est pas très cher. Ça coûte 4 $ par million de caractères. Maintenant, Recognition, le service d'image. Recognition, il va faire plusieurs choses. Vous pouvez soit faire du real-time, soit faire de l'analyse en batch. Donc on a vu tout à l'heure un exemple avec C-SPAN, qui finalement prend une frame toutes les 6 secondes dans sa vidéo, interroge Recognition pour savoir le visage qui est présent dans cette scène. Il va faire soit de l'objet et de la détection de scène, donc on ne va pas avoir de visage sur cette partie-là, soit il fait de la détection de visage, donc il est capable de trouver le visage dans la photo, soit il fait de l'analyse, la comparaison de visage, soit il va chercher un visage dans une collection. Donc si on prend une photo d'une scène, avec une bonne température, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître différentes catégories. Ces catégories, c'est simplement une description assez sommaire de l'image. On est plutôt sur une plage, il est confiant, il donne le score ici. On a l'air d'être sur la côte, c'est la même. On a l'air d'être dehors, oui. Il y a la mer, a priori, oui, il y a la mer. Enfin, il y a de l'eau, s'il y a la mer, il y a de l'eau, forcément. Il y a un palmier, ouais, on le voit bien. Voilà. Donc il vous donne un taux de confiance sur tous les attributs qu'il a réussi à rapatrier dans l'image. Ensuite, vous pouvez choisir, par exemple, d'ajouter ces attributs dans un moteur de recherche pour pouvoir retrouver cette image. La reconnaissance faciale. Donc si vous lui donnez une photo, il va être capable de détecter le visage dans cette photo. Mais il ne va pas faire uniquement ça. Il va détecter des éléments démographiques. Donc il peut donner si c'est un homme, une femme, dans quelle catégorie d'âge il se trouve. Il va aussi donner d'autres éléments. Quel type d'émotion. Donc là, a priori, c'est une jeune fille qui serait plutôt calme à 73%. C'est bien marqué que c'est une jeune fille. Les valeurs sont fausses, entre parenthèses, désolé pour ça. Est-ce que la bouche est ouverte? Non. Les yeux sont close? Non, ils sont open. Est-ce qu'il y a des lunettes? Non, il n'y a pas de lunettes, etc. Donc il vous donne des éléments avec, de la même façon que tout à l'heure, un taux de confiance que vous pouvez exploiter. Il va aussi faire de la comparaison de visage. Et le visage n'a pas besoin d'être sous le même angle. Et il vous donne de la même façon un pourcentage. Ici, on est à 97% sûr que c'est la même personne. Humainement, vous pouvez dire que c'est 100%. Ou alors c'est son jumeau. Donc, dernier point, il va faire de la recherche de visage. Il peut faire de la comparaison, c'est ce qu'on vient de voir. Il peut aller chercher un visage dans une collection. C'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure avec C-SPAN. Et il va aussi pouvoir trouver des visages qui sont similaires, qui sont proches, pour détecter une famille, par exemple, ou des jumeaux. Donc c'est utilisé aujourd'hui dans d'autres cas d'utilisation qui ne sont pas publics, notamment sur la sécurité dans les stades, pour pouvoir reconnaître les gens qui n'ont pas le droit d'entrer dans le stade.
De la même façon, vous utilisez sur Rekognition un modèle qui est pré-entraîné. Il a été entraîné avec des millions d'images par Amazon, sur des visages, sur des scènes, et c'est ce modèle que vous utilisez. Il est facile à intégrer, de la même façon il est disponible sur tous les écarts. Il est aussi disponible directement en API, vous pouvez appeler, vous lui passez une image en paramètres, il vous renvoie, s'il y avait des visages, il vous renvoie tous les visages qu'il a trouvés avec les coordonnées des visages dans l'image, et le pourcentage, s'il y a des similarités. C'est prêt pour la production, et pour le coût, j'ai mes notes, $1 pour 1000 images traitées. Maintenant, on va passer sur l'agent conversationnel. Donc l'agent conversationnel, c'est vraiment une interaction, donc qui peut être textuelle ou vocale. Donc on va faire soit des agents texte, soit des agents voix. Si on fait des agents voix, ils peuvent être intégrés sur un site web, dans une application mobile par exemple. C'est ce qui permet de faire la conversation avec Alexa. C'est exactement les mêmes principes qui sont utilisés sur Lex. Lex, c'est Alexa porté pour l'intégration dans toutes les applications. On va pouvoir s'intégrer avec différents éléments. On va pouvoir faire l'intégration texte avec Slack, avec Facebook Messenger. Il y en a d'autres qui arrivent. Ou alors, on peut intégrer Lex avec des robots, avec des données d'entreprise, pardon, qu'on va aller chercher sur Salesforce, Marketo ou autre. Comment ça fonctionne? On a tout d'abord une intention. L'intention, c'est ce qui va déclencher l'agent conversationnel. Dans cette intention, j'ai besoin de récupérer des éléments. Ces éléments, par exemple ici, pour réserver un vol, ça va être 3 choses. L'origine du vol, la destination et la date de départ. C'est ce qu'on va appeler des slots. Donc, je veux réserver un vol pour Londres. Il va découper et faire de la reconnaissance de texte automatique. À partir de ça, donc il va détecter qu'on est sur du flight booking, qu'on part de Londres, donc a priori l'aéroport c'est London Heathrow. Si on a déjà des éléments qui permettent de remplir les slots, on va les remplir. En fonction des phrases qu'on a préconfigurées, on peut préconfigurer un certain nombre de phrases pour reconnaître l'intention. Il va générer un modèle de connaissance. Donc là, j'ai Londres qui est apparu. Donc je remplis mon slot destination. Il me manque encore deux informations. Par exemple, mon application, elle peut utiliser la géolocalisation. Et ça, c'est une donnée qui peut être transmise à l'agent conversationnel par l'application qui a récupéré les données de géolocalisation. Donc là, mon départ se fait de Seattle. Donc ça, c'est mon application qui le fait, c'est pas l'agent. L'agent, il a juste récupéré. Dernier point, il manque une donnée. Comme j'ai eu aucune des informations précédemment, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un prompt. Donc je vais soumettre une phrase pour récupérer l'information qui manque. Cette phrase elle est soumise en retour. Si j'ai décidé que c'était un agent vocal, on va utiliser Poly pour faire la synthèse vocale de la phrase et l'envoyer dans l'application. Donc là, on demande simplement quand est-ce que vous voulez voler. Donc je vais répondre vendredi prochain. On va, comme tout à l'heure, faire de la reconnaissance automatique. Vendredi prochain, je prends la date du jour, je vais calculer une semaine. Donc là, c'était simulé au 18 novembre. Et je vais remplir mon dernier slot. Là, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc j'ai fini, en fait, ma conversation. Comme j'ai fini ma conversation, je vais pouvoir déclencher une action avec une fonction lambda. Par exemple, confirmer mon vol auprès d'une compagnie. Là, l'agent me dit qu'il a fini, donc c'est ce qu'on appelle la confirmation, avec une phrase qui est donnée, où il reprend des éléments de mes slots. On fait la synthèse vocale. Voilà. Mon vol est réservé pour vendredi prochain. Ça, c'est l'agent conversationnel. Et après, je peux déclencher une autre intention qui serait la réservation d'un hôtel. On peut lier des intentions après. S'il me reste un peu de temps à la fin, je vous montrerai Lex, comment ça se présente.
De la même façon, on utilise des modèles qui sont pré-entraînés pour générer des graphes de connaissances à partir des phrases que vous avez précisées. C'est aussi facile à intégrer, c'est des appels d'API, c'est intégré dans les SDK AWS. C'est prêt pour la production, et cette fois le prix, vous avez l'habitude maintenant, c'est 1000 requêtes de speech, c'est 4 $, et 1000 requêtes de texte, c'est 0,75 $. Donc finalement, on a vu ces parties-là, du chat avec Lex, du vocal avec Polly et de l'image avec Recognition. Le dernier point maintenant, c'est de traiter la partie Machine Learning. Qu'est-ce que c'est finalement Amazon Machine Learning? C'est pareil, c'est un modèle qui est pré-entraîné. Il est prêt à l'emploi, il est managé entièrement par AWS. C'est basé sur des systèmes Amazon, donc vous n'avez pas accès aux algorithmes à l'intérieur. C'est principalement fait pour de la recommandation et de la classification. Là, c'est marqué. Donc vous allez pouvoir entraîner le modèle et ensuite avoir ce modèle pour faire de la prédiction sur la classification, par exemple. Vous allez pouvoir déployer ce modèle en quelques secondes. Donc, on va pouvoir le requêter à partir des différents SDK, comme on peut le faire sur les autres outils. Et on va pouvoir monitorer les prédictions, l'utilisation des prédictions dans CloudWatch. Donc il y a 3 étapes pour utiliser Amazon Machine Learning. La première partie, c'est de construire son modèle. 2, c'est de l'évaluer et l'optimiser. Et 3, c'est de l'utiliser. Et quand on utilise un modèle, on appelle ça des prédictions. La première partie, en fait, on va insérer des données dans Amazon Machine Learning et on va commencer à les analyser. Savoir quel type de données j'ai, quel genre d'attributs, quelles sont les fréquences de ces données. Une fois que j'ai compris mes données, je vais entraîner mon modèle. Donc je vais choisir un modèle. On va pointer vers ces données. On va choisir c'est quoi mon modèle et quelle est la donnée target. Donc ici, je vais faire une classification sur l'âge. Et on va entraîner le modèle. L'entraînement du modèle, c'est 4 lignes de code. Il sait où sont les données. Vous lui donnez le nom du modèle, le type de modèle à appliquer, le nom de la data source, et vous entraînez le modèle. Donc il va tourner pour entraîner ce modèle. Une fois qu'il est entraîné, vous allez pouvoir fine-tuner l'interprétation. Donc c'est une façon de classifier les faux positifs, les faux négatifs, et de régler le curseur. Est-ce que vous voulez autoriser des faux positifs et des faux négatifs ou pas? Et vous allez simplement changer ce curseur en autoriser plus ou moins. Une fois que vous avez sauvegardé ça, vous êtes prêt à l'utiliser. Un exemple d'utilisation de Amazon Machine Learning, c'est fraude.net qui fait de la détection de fraude de paiement en ligne, qui, plutôt que de générer leur propre modèle, a décidé d'utiliser Amazon Machine Learning. Donc ils ont généré plus de 20 modèles. Ils les ont entraînés à partir des données qu'ils avaient déjà. Donc ils ont défini différents modèles. Ils ont adapté la partie fonction de fine-tuning. Et ça leur a permis de détecter des patterns de fraude. Aujourd'hui, ça fait une économie pour leurs clients de plus de 1 million par semaine de fraude. Simplement en utilisant Machine Learning avec des données qu'ils avaient déjà pour pouvoir générer des patterns. Dernier point, je ne rentrerai pas dans le détail, mais simplement pour vous préciser qu'il y a une AMI qui est disponible. Donc une AMI, qu'est-ce que c'est? C'est une image Amazon avec les frameworks qui sont préinstallés. Vous avez tous ces frameworks qui sont préinstallés sur l'image. Vous n'avez plus qu'à l'instancier. Si vous voulez l'instancier sur des GPU ou sur des CPU, c'est vous qui voyez. Vous pouvez instancier ça. Vous avez les drivers CUDA qui sont préconfigurés pour pouvoir utiliser les GPU. Vous avez les frameworks Anaconda et Python 3 qui sont disponibles. Donc en un clic sur la marketplace, vous pouvez instancier une machine avec les frameworks préinstallés et vous n'avez plus qu'à implémenter vos algorithmes de deep learning. C'est exactement la session que vous montrera tout à l'heure Julien. Si vous voulez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, il y a une zone dédiée sur le site web
Et il y aura d'autres annonces à Reinvent, bien sûr, dont je n'ai pas la connaissance aujourd'hui, mais il y en aura. Ce que je vous propose, c'est... Je vérifie. Okay. Donc, je vais vous montrer Amazon Next. Comment on fait un agent conversationnel. J'en ai déjà un pour simplifier. C'est grand. Donc là, c'est un agent que j'ai défini qui va me renvoyer la météo, tout bêtement. Donc j'ai défini mes utérances. Donc c'est toutes les phrases qui me permettent de déclencher ce bot. Donc en fait, j'ai défini que j'avais besoin de 2 slots. La ville et le jour. Mais vous avez remarqué que je n'ai pas défini la ville ici. Je ne la demande pas dans les premières phrases pour déclencher. Ce que je demande, c'est j'aimerais la météo pour aujourd'hui. Ensuite, comme j'ai besoin de la ville pour déclencher la météo, j'ai fait un prompt, tout simple, qui est quelle est la ville que je peux configurer ici. Une fois que j'ai ces 2 éléments, j'ai fini. Donc je vais dans la section Fulfillment et je vais appeler une lambda qui va simplement appeler une appli de temps. Je n'avais pas envie d'implémenter ça, donc je fais appel à un service externe dans ma lambda. Je lui passe la ville, la date et il me renvoie la météo. Ensuite, j'ai un message de revoir. Donc, une fois que j'ai publié, je vais pouvoir tester mon chatbot juste ici. On va prier pour ne pas avoir d'effet de mots. Donc là, je vais lui préciser que je veux le temps. Il m'a bien demandé la ville, parce que c'est une info qui manque. On va prendre Paris au hasard. Donc je veux Paris pour aujourd'hui. Je lui confirme. À partir de là, il appelle ma lambda, qui va chercher des informations du temps. Donc a priori, aujourd'hui à Paris, on est plutôt nuageux avec une température proche des 7 degrés et un tout petit peu de vent. Donc là, il a fini la conversation. Donc, ce que je pourrais faire, c'est... je lui demande quel est le temps aujourd'hui à nouveau, mais cette fois, je vais utiliser une autre ville. On va voir si Marseille il connaît. Yes. A priori, il fait meilleur à Marseille. Il n'y a pas de nuages. Il fait 12 degrés. Et a priori, il y a un peu plus de vent qu'à Paris, mais un vent raisonnable. Donc voilà, ça c'est un agent tout simple, là qui est de façon textuelle, donc je peux le déployer sur Facebook Messenger. Ça se fait simplement dans la section qui est ici, où je vais choisir vers quoi je veux le déployer, donc Facebook, Slack ou même Twilio SMS, donc je peux utiliser des SMS. Pour ça, il faut que je précise mes tokens Facebook pour qu'ils puissent se connecter. Une fois que j'ai fait ça, il va se connecter, donc vous pouvez avoir votre bot sur Facebook pour demander la météo par exemple. Donc il y en a de plus en plus qui utilisent ça. Donc ça se présente très simplement pour créer un bot. Donc les utérances pour déclencher le bot, les slots qui sont les données à récupérer. Qu'est-ce que je fais de ces données s'il m'en manque? Donc j'ai des prompts pour les déclencher, pour aller récupérer ces données. Une fois que j'ai ces données, je vais appeler une fonction qui va faire ce que j'ai envie de faire, donc remplir l'intention, réserver un hôtel, réserver un avion, donner le temps, et me ramener les données pour l'afficher ou le synthétiser vocalement. Question sur le bot. Oui. En fait, vous avez rentré à chaque fois what's weather. Ouais. Si j'avais dit what's the weather in Paris, il aurait su reconnaître que j'ai déjà indiqué la ville ou bien... Non, je ne l'avais pas configuré dans mes utérances, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Je ne l'avais pas configuré comme un des éléments à récupérer, donc il ne l'aurait pas trouvé.
Il faudrait que je rajoute une itérance pour dire tu peux aussi détecter la ville, en lui donnant une idée de comment je détecte la ville dans les itérances. Oui? Question s'il vous plaît. Comment se situent ces offres par rapport à Gluon? Alors Gluon, ça va être une abstraction pour implémenter du machine learning. Donc c'est la couche basse sur TensorFlow qu'a fait MXNet. Et ça va être pour aider les développeurs à utiliser ces frameworks. Donc ça, Julien va en parler à 13h55. Vous voulez mieux comprendre ce que c'est Gluon. Merci à vous. Merci de voir si vous avez des questions.